Bonsoir à tous. Merci à la tribune étudiante, à Adèle-Marie et Anna pour leur invitation. J'espère qu'elles entendront de là où elles sont. En tout cas, Adèle-Marie, merci à chacun pour votre intérêt. Merci de prendre ce temps le soir, en semaine, pour venir échanger autour de cet enjeu de bioéthique et droit entre loi et conscience. Je suis très heureux aussi de retrouver l'UC Louvain-Saint-Louis, dans lequel j'étais il y a une quinzaine d'années. Et les bâtiments ici venaient juste d'être construits, donc j'ai eu quelques cours, notamment avec monsieur Tulkens, je pense. Et puis il y a quelques mois, j'ai donné un cours un petit peu sur le même sujet, un étage plus bas, dans le cadre du master complémentaire sur les droits humains, pour le cours d'Aurélie Cassirs, donc sur le cours bioéthique et droits humains. Je ne sais pas s'il y avait des étudiants de ce cours qui sont à nouveau présents ce soir, parce que sinon il y aurait quelques redites, mais voilà. Vous allez voir, ce sera quand même intéressant. Alors, donc, je pensais qu'on allait me présenter, mais donc je vais rapidement le faire. Donc, je m'appelle Léopold Van Mellingen, je suis chercheur en droit, docteur de l'UC Louvain, et je travaille principalement maintenant à l'Institut européen de bioéthique, qui est une ASBL qui a été fondée il y a 25 ans. On fête nos 25 ans cette année, et qui essaie de susciter la réflexion auprès du grand public sur les enjeux de bioéthique, et d'essayer d'un petit peu réconcilier, on va dire, à la fois le discours scientifique, académique, qui parfois est un petit peu inaccessible du point de vue de son intelligibilité, et puis le débat politique sur ces enjeux bioéthiques. Voilà. Et notre vocation, c'est vraiment de donner des moyens de réflexion à tout un chacun sur ces grands enjeux, et aussi de promouvoir une bioéthique qui soit respectueuse de la vie, de la dignité de chaque personne, quelle que soit sa fragilité. Voilà sur moi, sur l'IEB. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite mise en situation pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi nous allons parler ce soir lorsqu'on évoque la bioéthique, le droit, la loi, la conscience. Alors, imaginez que vous êtes sage-femme, tout juste diplômée, et une de vos amies de cours, Éléonore, eh bien, comme vous, se met à chercher du travail. Elle pose sa candidature pour un emploi de sage-femme au sein d'un hôpital, peut-être par exemple ici en face, aux Cliniques Saint-Jean. Et son CV est retenu pour l'une des candidatures, et donc voilà, elle est sélectionnée pour un entretien d'embauche. Et lors de l'entretien, Éléonore, votre amie, indique voilà, être très motivée pour l'emploi, flexible sur les horaires de travail, mais par contre, elle indique directement qu'il lui sera impossible de pratiquer des avortements, puisque cet acte heurte sa conscience. Finalement, la candidature d'Éléonore est rejetée par l'hôpital, puisque, au motif justement eh bien, qu'elle refuse de pratiquer des avortements, alors qu'aux yeux de son employeur, de son potentiel employeur, eh bien, l'avortement fait naturellement partie des tâches qu'une sage-femme doit être disposée à accomplir. Ouais, et puis le même scénario se répète dans d'autres hôpitaux, à tel point que finalement, Éléonore eh bien, ne pourra pas exercer le métier de sage-femme dans son pays. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous réagiriez en tant que citoyen ou en tant que potentiel employeur, voire en tant que juge, qui aurait à décider donc, du caractère légitime ou non de ce refus d'embauche. Qui parmi vous aurait tendance à considérer que la décision de l'hôpital est justifiée? Donc la restriction sur la liberté de conscience est plutôt justifiée. Et qui parmi vous considère plutôt que le refus d'embauche est injustifié, c'est une atteinte injustifiée à la liberté de conscience d'Éléonore? Ok. En tout cas, cette mise en situation, elle correspond à une affaire bien réelle qui a eu lieu il y a quelques années et sur laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de se pencher. J'y reviendrai dans quelques minutes. Et donc, vous l'avez compris, ça soulève l'enjeu de la liberté de conscience dans le contexte de la bioéthique, en l'occurrence l'objection de conscience du soignant, de la sage-femme, vis-à-vis de la pratique de l'avortement. Alors, on va parler aujourd'hui de différentes situations, différentes pratiques, en essayant de voir finalement la manière dont le droit articule ces pratiques, les encadre, et puis la manière dont la liberté de conscience trouve à s'appliquer dans ce contexte. Alors ici, donc, ma perspective sera essentiellement juridique, mais
étant donné que la bioéthique, c'est une démarche qui est proprement interdisciplinaire, ça va aussi soulever des enjeux évidemment philosophiques, politiques. Petite précision aussi, les enjeux de bioéthique, comme l'avortement notamment, mais aussi d'autres questions, notamment en fin de vie, sont des questions éminemment sensibles, parfois du point de vue même personnel. Et donc, le propos que je vais tenir a vocation vraiment à être une réflexion éthique, notamment sur les actes, sur les pratiques, sur la manière dont le droit l'encadre, mais aucunement un jugement de valeur sur les personnes qui auraient recours à telle ou telle pratique. Voilà. Alors, un petit mot sur la structure de mon exposé que je vais développer donc en 3 points. Le premier point, reviendra rapidement sur la notion de bioéthique et sur le rôle du droit par rapport à cette question de la bioéthique. On va voir qu'il y aura certaines tensions entre l'encadrement par la loi, qui est à visée générale, et puis justement la question de la liberté de conscience à titre individuel. Et cette question de la liberté de conscience, plus spécifiquement, sera l'objet de mon second point, mon deuxième point, où on abordera aussi le concept d'objection de conscience, ses limites et la manière dont il est envisagé en droit belge, en droit européen. Et enfin, le troisième point, je passerai en revue quelques questions spécifiques qui sont des questions actuelles, des questions sensibles, qui viennent justement mettre en tension bioéthique et liberté de conscience. Jusqu'où est-ce qu'une objection de conscience est légitime ? À quelles conditions est-ce qu'on peut restreindre cette liberté, etc. Voilà. Alors, premier point, bioéthique et droit, on va dire. Lorsqu'on parle de bioéthique, on parle d'une démarche scientifique interdisciplinaire qui a vu le jour, grosso modo, dans les années 60, 70, en tout cas, qui s'est développée à ce moment-là, et qui vraiment vise à appréhender de manière transdisciplinaire les questions qui sont soulevées par des nouvelles pratiques médicales, techniques, scientifiques, en rapport avec le vivant, et plus spécifiquement en rapport avec l'être humain. Donc ça mobilise la philosophie, évidemment, l'éthique, le droit, la médecine, la biologie, mais aussi d'autres disciplines en sciences humaines. Et donc quels sont finalement ces développements qui viennent faire émerger ces nouvelles questions bioéthiques ? Eh bien, c'est des questions de procréation, notamment la procréation artificielle, tous les progrès faits dans le soulagement de la douleur qui vont faire que on va avoir des situations, notamment de fin de vie, peut-être nouvelles. Et puis maintenant, si on pense à l'intelligence artificielle, eh bien, on a des progrès énormes par rapport à la prise en charge de handicap, mais qui posent aussi parfois des questions sur la limite qu'on place au fait de réparer le corps. Jusqu'où est-ce qu'on est dans la réparation ? À partir de quand est-ce qu'on est dans l'augmentation de l'humain ? Voilà. Et donc toutes ces questions bioéthiques, finalement, elles vont parfois, dans le débat public, prendre la forme d'acronymes dont vous êtes certainement familiers. IVG, PMA, GPA, voilà, tous des acronymes qui peuvent paraître un petit peu abscons éventuellement, mais qui recèlent, on va dire, des enjeux bien tangibles sur la manière dont le droit, notamment, encadre ces pratiques. Si on veut donner une définition, en tout cas si on veut un petit peu approcher la définition de la bioéthique, on peut avoir une définition qui comprendrait 3 éléments. Ce n'est pas une définition nécessairement scientifique, mais elle permet de bien comprendre quel est le propre de la démarche bioéthique. Premier élément, on a une personne dans son corps, donc une personne vraiment, alors pas avec son corps, c'est-à-dire que son corps n'est pas juste à côté d'elle, mais c'est la personne vraiment dans son corps qui est un être humain qui pense et qui interagit avec ce corps. Deuxième élément, on a généralement une question de désir, de souffrance, en tout cas liée à cette personne et généralement liée au corps de cette personne. Donc ça pourrait par exemple être un couple, une femme qui souhaite avoir des enfants mais qui rencontre des problèmes de fertilité. On pourrait avoir une femme qui est confrontée à une grossesse qui est imprévue. Ou bien, si on prend l'autre extrémité de la vie, eh bien, une personne âgée qui endure des souffrances existentielles importantes. La personne dans son corps, le désir ou éventuellement la souffrance par rapport à ça. Et puis, un troisième élément qui est l'acte technique, l'acte médical qui vient potentiellement apporter une réponse justement au désir, à la souffrance de cette personne.
Et donc la réflexion bioéthique, précisément, eh bien, elle a vocation à évaluer si oui ou non la réponse qui est proposée par cet acte technique, technologique même, médical, si elle est juste, elle est bonne, elle est appropriée par rapport à la personne qui expérimente cette souffrance ou ce besoin. Alors 4 grands principes généralement sont mentionnés lorsqu'on parle de bioéthique. C'est des principes qui ont été développés par Beauchamp et Childress en 1979 et qui font largement consensus aujourd'hui sur le plan scientifique. C'est le principe d'abord de bienfaisance. Donc c'est l'idée de pouvoir faire du bien à autrui. Par exemple guérir, soigner. Deuxième principe, le principe de non-malfaisance. Donc c'est pas simplement l'inverse de la bienfaisance, c'est aussi vraiment ne pas porter atteinte au patient, à la personne. Donc, par exemple, ne pas porter atteinte à sa vie, s'abstenir d'une chose mauvaise pour la personne. Troisième principe, l'autonomie. Ça renvoie évidemment à la notion de liberté, donc respecter la liberté, le libre choix notamment du patient, le libre choix d'un patient d'arrêter un traitement, par exemple, ou de ne pas en commencer un. Et puis, quatrième principe, le principe de justice, qu'on pourrait aussi décliner sous l'idée d'équité, c'est-à-dire le fait de finalement répartir de manière équitable les ressources à notre disposition, notamment d'un point de vue peut-être financier. Donc l'idée de justice qui renvoie à l'idée de donner à chacun son dû, si on veut être très simple. Et donc évidemment, l'importance qu'on va accorder à chacun de ces 4 principes va varier selon la situation, selon les époques, selon le contexte donné. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que dans nos sociétés occidentales, le principe d'autonomie a peut-être tendance à prendre une place plus importante par rapport à d'autres de ces 4 principes, dans le sens où on va de plus en plus mettre l'accent sur la liberté du patient, les droits du patient, ce qui est une bonne chose, mais qui va aussi remettre en question parfois le respect des 3 autres principes. Voilà, et donc, vous l'avez compris, la bioéthique, ce n'est pas simplement une discipline, une démarche scientifique, c'est vraiment aussi une démarche qui va soulever des débats sociétaux sur les différentes questions que j'ai évoquées, et puis qui va aussi aboutir à un cadre normatif, à des lois, à des décisions de justice. À travers ça, je fais le lien justement avec le rôle du droit par rapport à cette bioéthique. Ce qu'on observe, c'est une tendance à la juridicisation de la bioéthique ces dernières décennies, dans le sens où, eh bien, on ne va pas se contenter d'une réflexion déontologique de la part des médecins sur ce qui serait positif, négatif pour le patient par rapport à certains nouveaux développements médicaux, techniques, mais on va aussi de plus en plus mettre l'accent sur l'encadrement législatif, réglementaire et sur les décisions de justice en la matière. Et donc si on prend l'exemple de la Belgique qui nous concerne ici, eh bien on a ces 40 dernières années une série de lois sur différentes questions. On peut citer la loi sur le don d'organes en 1986, la loi sur l'avortement en 1990, sur l'euthanasie en 2002, même année sur les soins palliatifs, sur les droits du patient. En 2003, la loi sur la recherche sur les embryons, loi sur la PMA, donc sur la procréation artificielle en 2007, et puis la dernière loi, on va dire, la dernière nouvelle loi en 2012 sur le matériel corporel humain. Alors évidemment, ces lois, elles permettent d'avoir une prévisibilité, une sécurité juridique. Les juristes, les étudiants en droit connaissent bien ça, donc le caractère général et a priori permanent de la loi fait qu'on offre une certaine stabilité dans la réponse que la société apporte à telle ou telle question. Mais ça ne veut pas dire évidemment que le droit va épuiser la réflexion bioéthique, puisque des questions malgré tout subsistent, notamment dans l'application de cette loi, mais aussi dans la manière dont éthiquement on peut considérer que cette loi est ou non ajustée par rapport à telle ou telle situation. Ce qu'il faut finalement éviter, du point de vue bioéthique, à mon sens, c'est trois réductionnismes, trois manières de penser qui seraient un petit peu limitantes. La première vision un petit peu réductionniste de la bioéthique, ce serait le positivisme, qui viserait à dire finalement, si c'est légal, c'est moral. Et donc, vu que la loi a été adoptée d'une manière qui est démocratiquement, sur le plan procédural, qui est valide, eh bien, le débat s'arrête là, puisque voilà,
la loi est valide et donc on peut se contenter de la réponse du droit. Un autre réductionnisme, c'est le technicisme. Le technicisme qui veut finalement dire, si c'est permis, si c'est possible par la technique plutôt, si les avancées de la science le permettent, eh bien, ça veut dire qu'on peut le faire. Donc finalement, pas d'enjeu éthique, moral, pas d'enjeu juridique non plus, puisqu'il suffit de pratiquer ce que la science nous permet de faire. Et puis le dernier réductionnisme, c'est, on va dire, le subjectivisme qui se contenterait de dire ce qui compte finalement, c'est ce que chacun d'entre nous a envie de faire. Et donc, si je veux, eh bien, je peux. Si je veux, c'est légitime pour moi-même. Le pari de la bioéthique dans cette démarche interdisciplinaire, c'est justement d'aller un petit peu croiser les disciplines scientifiques pour avoir un raisonnement, une réflexion qui soit un peu plus aboutie et qui ne s'arrête pas à ce que la loi dit, qui ne s'arrête pas à ce que la technique permet ou qui ne s'arrête pas à ce que, en tant qu'individu, je souhaite. Il prend en compte évidemment ces différentes données, mais il ne s'y arrête pas, en tout cas pas juste l'une d'entre elles. Alors, on est ici à Saint-Louis sur les terres, entre guillemets, d'un grand professeur de théorie du droit, qui est François Host, et qui, vous le savez peut-être, a toute une théorie sur finalement les composantes de validité d'une règle juridique. Il distingue classiquement trois composantes, la légalité, la légitimité et puis l'effectivité. Et donc, du point de vue de la bioéthique, ça me semble assez intéressant de mobiliser cette théorie, puisque là aussi, ça va nous permettre de confronter différents critères d'appréciation du caractère satisfaisant d'un encadrement juridique de la bioéthique. Si on prend la légalité, donc c'est le fait que la loi soit adoptée selon les règles en vigueur dans un ordre juridique donné, du point de vue démocratique notamment, qu'elle est satisfait à toutes les conditions d'adoption. L'effectivité, c'est le fait que la loi soit respectée, soit mise en œuvre en pratique. Et puis, le troisième critère, la légitimité, et c'est finalement l'idée que cette loi a la capacité d'être acceptée comme étant une loi juste. Donc ici, on voit évidemment peut-être la difficulté d'apprécier ce caractère légitime de la loi, mais selon François Host, il y a vraiment ces trois composantes qui doivent être prises en compte pour apprécier la qualité d'une règle juridique. L'enjeu en bioéthique, évidemment, c'est celui de la valeur de la loi démocratique, savoir si finalement l'adoption par une majorité parlementaire démocratique d'une loi en matière bioéthique se suffit à elle-même pour donner une réponse à une question bioéthique, ou est-ce qu'on devrait ne pas se contenter simplement du principe majoritaire. C'est aussi une réflexion plus large en philosophie, évidemment, puisque on sait qu'on a une constitution, qu'on a des droits fondamentaux qui vont encadrer, qui vont limiter le pouvoir du législateur sur plein de sujets, y compris sur la bioéthique. Mais du point de vue de la bioéthique, ce sont des questions peut-être encore plus fondamentales, qui vont même au-delà du simple respect des droits fondamentaux, mais qui posent aussi la question de ce qui fait de nous des êtres humains, et donc jusqu'où est-ce que le législateur est légitime pour légiférer par rapport à certaines questions qui touchent à notre humanité en tant que telle. Et puis, il y a un deuxième élément qui vient aussi un petit peu complexifier cette question de la force démocratique de la loi par rapport aux enjeux bioéthiques, c'est le constat actuel de pluralisme convictionnel, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où on n'a pas une écrasante majorité de personnes qui pensent de la même manière, mais on a justement de plus en plus une pluralité d'opinions sur un même sujet, qui fait que le droit, à de nombreux égards, doit essayer d'un petit peu articuler ces différents points de vue en présence, en essayant malgré tout d'avoir des principes et un cadre commun. Et ce dernier point, justement, de pluralisme convictionnel fait le lien avec mon deuxième point, qui est la question de la liberté de conscience, et plus spécifiquement la question de l'objection de conscience en matière bioéthique. Donc, je vais beaucoup parler de l'objection de conscience, effectivement, dans le contexte des soins de santé, dans le contexte de la bioéthique, mais avant ça, c'est intéressant de revenir sur l'idée, de manière générale, de liberté de conscience.
et même de conscience éventuellement. Quand on parle de conscience, on a au moins deux idées en tête. Il y a la conscience, le fait d'avoir une conscience psychologique, c'est-à-dire avoir la conscience d'être soi, de sa propre personne, de son rapport au monde. Et puis, il y a la conscience, on va dire, la conscience morale, propre à chaque être humain, qui même nous définit dans une certaine mesure comme être humain, et qui est finalement la capacité de chacun à porter un jugement sur ses propres actions, voire sur les actions d'autrui, et donc à essayer de définir d'une manière ou d'une autre le bien et le mal, mais aussi à essayer de faire le bien et d'éviter le mal. Et donc, dans la continuité de ce concept de conscience morale, eh bien, on a ce qu'on appelle la liberté de conscience, qui est reconnue comme liberté fondamentale dans nos systèmes de droit, notamment européens. Et donc, on a l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, que vous connaissez sans doute, qui reconnaît la liberté de pensée, de conscience et de religion. Liberté qui est également reconnue en droit belge à travers l'article 19 de la Constitution et au niveau de l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui parle même de, justement, l'objection de conscience. La liberté de conscience, elle est souvent revendiquée, présentée comme la première des libertés dans le sens où si on ne nous permet pas la possibilité de nous créer un avis, des opinions, des convictions, eh bien, on sera incapable, par exemple, de jouir de la liberté d'exprimer ses convictions. Donc, la liberté d'expression, par exemple, n'est pas possible si on n'a pas la liberté de conscience. Pareil, la liberté d'association, le fait de s'associer, de se réunir, notamment en fonction de nos convictions, de nos opinions, eh bien, elle est rendue ineffective en pratique si, avant ça, on n'a pas la possibilité de se forger une opinion. Et donc, la liberté de conscience, de pensée, de religion, en droit européen, mais en droit belge aussi, elle fait l'objet d'une protection particulière, supplémentaire par rapport à d'autres convictions, on va dire, un peu plus communes, puisque finalement, du point de vue de la théorie du droit et du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme aussi, eh bien, on considère que ces convictions religieuses, ces convictions de conscience, ces convictions qu'on peut appeler ultimes, ont un degré de force, de sérieux, de cohérence, d'importance qui fait qu'elles sont vraiment au cœur de notre identité d'être humain et de notre capacité d'agir en tant qu'être humain. Et donc, l'article 9 protège de manière supplémentaire la conscience, la liberté de conscience, la liberté de religion aussi, par rapport, par exemple, à des opinions politiques qui vont être protégées plutôt au titre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais qui n'est pas aussi important. Et on arrive maintenant à cette question de l'objection de conscience, qui est finalement une expression particulière de la liberté de conscience et qui consiste à refuser, en conscience, donc, d'accomplir un acte qu'on va juger fondamentalement mauvais, mais acte qui pourtant nous est prescrit par la loi ou bien qui nous est demandé en vertu d'une convention, d'un contrat. Donc on voit que l'objection de conscience, c'est vraiment une demande ou une volonté en tout cas de s'abstenir de faire quelque chose qui nous est pourtant prescrit parce qu'on estime que ça va à l'encontre de notre conscience du point de vue de ce qu'on juge bien ou mal. Donc c'est un refus, c'est-à-dire que c'est pas une volonté de faire quelque chose, c'est vraiment une volonté de s'abstenir de faire quelque chose, ce qui est important puisque on dit souvent que refuser de faire le mal, on est dans une question de oui ou de non, alors que faire le bien, il y a une gradation. Par exemple, donner de l'argent à une personne sans abri, on peut donner 50 centimes, 5 euros, 50 euros, mais dans tous les cas, on fait le bien. En revanche, voler de l'argent à un proche, eh bien, là, il n'y a pas de... Qu'on vole 50 centimes ou 50 euros, on comprend qu'on est directement dans ce qu'on considère comme étant le mal. Alors, évidemment, l'objection de conscience, pour qu'elle soit protégée en droit, eh bien, va devoir mobiliser ses convictions fondamentales, donc que la Cour européenne des droits de l'homme appelle les convictions qui se rattachent à un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance. Et puis la personne doit être sincère, évidemment, dans cette objection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas instrumentaliser le concept
d'objection de conscience pour retirer des avantages qui seraient en fait tout à fait faux de la part de la sincérité, du point de vue de la sincérité de la personne. C'est aussi intéressant du point de vue historique de rappeler que le concept d'objection de conscience est né en fait, enfin on peut évidemment faire du point de vue philosophique, on peut remonter à Antigone, etc., mais en tout cas d'un point de vue plus positif en droit, on remonte classiquement à la Deuxième Guerre mondiale où on a considéré que notamment à la suite des barbaries du régime nazi, eh bien, il y avait une forme de devoir moral justement à être objecteur de conscience. Et puis, dans les décennies qui ont suivi, c'est plutôt le droit à l'objection de conscience qui a émergé dans certains ordres juridiques en lien avec le service militaire. Et donc, on en reparle un petit peu aujourd'hui d'ailleurs à la faveur, entre guillemets, de certaines remobilisations militaires où eh bien, ressurgissent des questions liées à l'objection de conscience au service militaire. Et puis, donc, après cette objection dans le contexte militaire, eh bien, s'est développé ce concept, notamment dans le contexte de la santé et de la bioéthique. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, l'objection de conscience dans le contexte de la bioéthique, qui est la fin de mon deuxième point, et qui fera le lien aussi avec le troisième et dernier point. Je regarde un petit peu le chrono pour être dans les temps et laisser le temps aussi pour vos questions. Est-ce que ça va jusqu'ici au niveau des concepts ? Oui ? Très bien. Gardez bien vos questions en tête ou par écrit, comme ça on pourra directement enchaîner. Alors, lorsqu'on parle effectivement de bioéthique, eh bien, la liberté de conscience et les objections de conscience jouent un rôle important, puisque, vous le savez sans doute, on a ce qu'on appelle des clauses de conscience qui sont prévues par différentes lois bioéthiques, notamment en Belgique, et qui viennent formaliser le droit à l'objection de conscience par rapport à tel ou tel acte en matière bioéthique. En Belgique, c'est le cas notamment en matière d'avortement, en matière d'euthanasie ou en matière de procréation artificielle, où à chaque fois on a un article de la loi en question qui prévoit, qui spécifie la manière dont l'objection de conscience peut trouver à s'appliquer. Alors, on pourrait se demander finalement à quoi servent ces clauses de conscience, puisqu'on a un droit à l'objection de conscience qui est reconnu du point de vue du droit européen de manière générale. Eh bien, l'intérêt de ces clauses de conscience spécifiques pour chaque loi, il est double. D'abord, on pourrait dire que eh bien, la conscience, la liberté de conscience dans les soins de santé, dans la médecine, occupe une place vraiment particulière, puisque le médecin, le soignant, va potentiellement toucher à l'intégrité du corps de la personne. Et donc, rappelez-vous, lorsqu'on parle de bioéthique, on parle justement d'intervention potentielle sur le corps, et donc on voit qu'il y a éventuellement une intégrité de la personne qui va être touchée. Au-delà même simplement de l'intervention sur son corps, c'est sa personne qui va être atteinte par la médecine. Et puis on peut faire le lien entre la liberté de conscience du médecin, du soignant, et sa déontologie, qui est aussi une déontologie qui est tout à fait cruciale. Vous vous rappelez évidemment le serment d'Hippocrate qui date de plusieurs millénaires, mais donc on voit du point de vue de cette première spécificité de la médecine l'importance de la liberté de conscience dans ce contexte. Et puis il y a un deuxième élément qui vient aussi renforcer le caractère fondamental de la liberté de conscience et donc aussi des objections de conscience en bioéthique, c'est l'évolution de certaines pratiques médicales dans nos contextes occidentaux, notamment la dépénalisation ou la légalisation de certaines pratiques qui potentiellement remettent un petit peu en cause la manière dont on envisageait le rôle du soignant. C'est-à-dire que, notamment avec des actes comme l'euthanasie, on sort d'une vision du médecin, du soignant censé guérir ou à tout le moins soigner, mais on va solliciter le médecin, en l'occurrence, pour donner la mort à un patient qui le demande. Donc on voit qu'il y a certaines évolutions dans la manière dont on conçoit le rôle du médecin ou du soignant qui fait que la liberté de conscience, potentiellement, va être d'autant plus sollicitée. Évidemment, ce droit à l'objection de conscience, il n'est pas absolu, et donc il y a des limites, non seulement des limites internes, mais aussi des limites externes qui vont s'appliquer à ce droit. Là, je vais passer rapidement, parce que j'y reviendrai au fil de mon troisième point, mais on a des limites internes qui touchent au lien, au degré d'intensité
du lien entre l'acte que la conscience réprouve et l'acte auquel il est objecté. Donc finalement, par exemple, une personne qui refuserait de payer des impôts parce que l'État finance des euthanasies, on voit très bien que le lien est extrêmement ténu entre le paiement de l'impôt et le financement par la Sécu de l'euthanasie. Et donc là, on voit que la légitimité de l'objection de conscience est très faible. À l'inverse, un médecin qui refuse d'euthanasier son patient, là, on voit directement le lien très étroit et très intense aussi entre l'acte auquel il est objecté, c'est-à-dire ne pas pratiquer l'euthanasie, et l'acte que la conscience réprouve, à savoir ne pas volontairement mettre fin à la vie d'un autre être humain. Et puis il y a des limites externes, évidemment, qui viennent aussi encadrer ce droit à l'objection de conscience. C'est finalement tous les intérêts, les objectifs sociétaux qui sont poursuivis notamment par l'État et qui vont entrer en tension potentielle avec cette liberté de conscience. Il y a évidemment la question de l'accessibilité de l'acte qui est encadré par la loi. Donc si on prend l'exemple de l'avortement, eh bien, l'État fait le choix de permettre l'accès à l'avortement et donc légitimement, il estime qu'il doit pouvoir garantir d'une certaine manière aux femmes la possibilité de trouver un service qui pourra pratiquer cet avortement. Et donc, par exemple, on y reviendra sans doute, mais le fait qu'on ait une multiplication d'objections de conscience par rapport à l'avortement va poser de nouvelles questions sur les limites qu'on pose aux objections dans tel ou tel contexte hospitalier, par exemple. Alors, rapidement, deux petits points sur les bénéficiaires du droit à l'objection de conscience, j'en ai déjà un petit peu parlé, et les actes qui sont couverts par ce droit. Si on prend le droit belge à nouveau, et qu'on parle par exemple de l'avortement, eh bien, on a notre loi de 1990 qui a été modifiée en 2018, qui prévoit qu'aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Pour l'euthanasie, on a le médecin qui n'est pas obligé de pratiquer et on a aussi la loi qui nous dit qu'aucune autre personne n'est obligée de participer à une euthanasie. Voilà. Sur la PMA, c'est encore plus large puisqu'on vise les centres de fécondation qui, collectivement, ont la clause de conscience. Vous remarquez que les pharmaciens, généralement, ne sont pas mentionnés, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne bénéficient pas de la liberté de conscience, mais en tout cas, ils ne sont pas nécessairement envisagés par la loi. Et du point de vue des actes, donc j'ai déjà un petit peu évoqué lorsque j'ai parlé des limites internes à l'objection de conscience, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en tout cas, le droit à la liberté de conscience, à l'objection de conscience, ne se limite pas au fait de refuser de pratiquer l'acte en question. Donc, une infirmière, par exemple, qui ne souhaiterait pas placer une perfusion qui servirait pour l'injection létale dans le cas d'une euthanasie, eh bien, cette infirmière est évidemment couverte, si on peut dire, par la liberté de conscience, même si ce n'est pas elle qui va pratiquer l'euthanasie. La question, par exemple, du don d'organes aussi, en matière d'euthanasie, on reconnaît dans les hôpitaux qui pratiquent la transplantation d'organes sur des personnes euthanasiées, eh bien, on reconnaît le droit aussi à ces médecins de refuser de pratiquer un don d'organes, un prélèvement d'organes sur ces personnes. Je pourrais aussi encore citer la procréation artificielle, la PMA, où eh bien, certaines sages-femmes, par exemple, seraient prêtes à pratiquer une PMA, mais en revanche, lorsqu'il s'agit d'une GPA, auraient une liberté de conscience qui serait un petit peu troublée et donc qui refuserait lorsqu'il s'agit d'une GPA. Vous voyez que il n'y a pas d'un côté les personnes qui sont des objecteurs à telle pratique et puis les autres, c'est-à-dire que ça dépend aussi parfois du type, des conditions dans lesquelles cette pratique va être opérée. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point qui va un petit peu prendre successivement quelques questions plus précises soulevées par cette confrontation entre bioéthique et droit, entre liberté de conscience et la loi générale. On peut commencer avec la question de l'obligation de renvoi, qui est souvent prévue par les lois, par les clauses de conscience légales. C'est l'idée finalement de dire,
d'accord, en tant que médecin, en tant que soignant, vous refusez de pratiquer tel acte, mais vous avez une obligation de renvoyer le patient, la patiente, vers un autre médecin qui prendrait en charge à nouveau la demande d'avortement, la demande d'euthanasie. La question, évidemment, c'est de savoir est-ce que c'est une obligation de résultat, autrement dit, est-ce que le médecin doit donner les coordonnées d'un autre médecin qui va vraiment, à coup sûr, accepter la demande du patient, de la patiente, ou est-ce que c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il donne d'autres coordonnées, mais sans savoir ou bien sans vouloir nécessairement s'assurer que cet autre médecin pratiquera l'acte demandé. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, on pourra y revenir si vous voulez, mais on a, selon les lois, une obligation de moyens, voire une obligation de résultat. Il y a la question aussi que j'évoquais en introduction avec cette mise en situation, la question de l'accès à la profession ou l'accès aux études même des personnes qui objecteraient pour un acte déterminé. Donc, ce que j'évoquais en introduction, c'était la sage-femme tout juste diplômée qui ne souhaite pas pratiquer l'avortement, mais qui est prête à faire d'autres tâches comme les accouchements. Est-ce que, légitimement, un employeur peut refuser, à titre principiel, d'engager une personne qui objecterait à tel ou tel acte? Là, évidemment, c'est la question de savoir est-ce que ça rentre naturellement dans le giron, on va dire, de ce qui est attendu de ce type de soignant. Est-ce qu'un gynécologue obstétricien est censé nécessairement être disposé à pratiquer des avortements? Est-ce qu'un médecin en soins palliatifs est censé accepter de faire de l'euthanasie, etc., etc. On peut même aller plus loin dans la réflexion. Est-ce qu'au niveau des études, on devrait pouvoir conditionner, enfin en tout cas prévoir dans la formation obligatoire de certains soignants, la pratique, enfin la formation, voire la formation pratique à certaines techniques. Par exemple, est-ce que toutes les étudiantes sages-femmes devraient obligatoirement, dans le cadre de leur formation, pratiquer un avortement, ou en tout cas aider à la pratique d'un avortement? Évidemment, ces deux éléments entrent en lien, puisque si on va rendre obligatoire la formation à un tel type d'acte au niveau universitaire, ce sera d'autant plus légitime pour un employeur de refuser d'engager une personne qui aurait une objection de conscience à la pratique en question. On peut le voir aussi évidemment dans l'autre sens. Un autre élément encore, c'est qui est vraiment un élément assez fondamental aujourd'hui en Belgique, c'est la question de la liberté des institutions de soins. J'ai beaucoup parlé de la liberté de conscience, qui est une liberté individuelle, puisqu'elle fait appel au propre de la personne humaine, sa conscience. Et donc, évidemment, les établissements de santé, les hôpitaux, les maisons de retraite n'ont pas de conscience en tant que telles, puisqu'elles sont des personnes morales. Elles ne sont pas des personnes en chair et en os. Est-ce pour autant à dire que ces personnes morales, ces établissements, n'ont aucune liberté du point de vue du choix de pratiquer ou non tel ou tel acte bioéthiquement, on va dire, discuté? Ce qu'on considère généralement en droit, donc c'est une question de discuter, mais on considère malgré tout qu'il y a une liberté collective, voire une liberté institutionnelle, qui est en lien avec le droit à manifester collectivement ses convictions philosophiques, ses convictions religieuses. Alors évidemment, cette liberté institutionnelle doit être mise en balance avec les droits d'autrui, en particulier les droits du patient. Mais voilà, c'est quelque chose qui est discuté. Si on pense notamment à tout l'enjeu autour de l'euthanasie, en 2020, la loi sur l'euthanasie en Belgique a été modifiée et elle restreint considérablement la possibilité, notamment pour les maisons de retraite, de refuser que l'euthanasie se pratique en leur sein, puisqu'elle considère finalement que cet enjeu de l'euthanasie, c'est une question qui ne concerne que le patient et son médecin, et qu'il n'y a pas de dimension collective à cet acte, en tout cas pas au point de permettre à des maisons de retraite de refuser qu'un médecin entre pour pratiquer l'euthanasie, alors que ce n'est pas le projet de l'établissement. L'enjeu, évidemment, qui est à la fois philosophique mais aussi très pratique, c'est qu'on peut se demander si, dans le cas où on nie fondamentalement cette liberté collective, cette liberté institutionnelle, est-ce qu'on est encore en mesure
de garantir l'effectivité de la liberté individuelle de conscience. Dans le sens où, si la personne, le soignant, n'a plus de lieu où travailler, où eh bien, il sait que sa liberté de conscience sera bien reçue, parce que ce n'est pas dans le projet d'établissement, par exemple, de pratiquer une euthanasie, si je prends l'exemple d'une maison de retraite, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour lui de travailler. Alors que si il sait que tôt ou tard, il pourrait être sollicité pour pratiquer, ou en tout cas pour participer à une euthanasie, est-ce qu'en pratique, cette objection individuelle, au fur et à mesure du temps, continuera vraiment à être garantie en pratique? Une autre question, évidemment, en lien avec cette question de la liberté institutionnelle, c'est la question de la neutralité de l'État et de la manière dont on conçoit aussi l'implication, en particulier en Belgique, dans cette société pilarisée, l'implication de structures de santé privées. Certains vont dire, non, la maison de retraite reçoit des fonds publics, et donc, à ce titre-là, il est normal qu'elle n'ait pas son mot à dire sur la pratique de tel ou tel acte qui est permis par la loi. Évidemment, on voit le risque, c'est que ce pluralisme, y compris ce pluralisme institutionnel, devienne un petit peu nié en pratique. On aurait finalement une neutralité religieuse, une neutralité philosophique qui tendrait non pas à accueillir le pluralisme, mais à l'effacer au nom de certains objectifs sociétaux. Il y a aussi l'enjeu donc dans la mise en balance des droits en présence, que ce soit des droits individuels ou des droits collectifs, il y a aussi la question évidemment de l'accès à l'acte. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, comme c'est le cas de cette sage-femme sur laquelle je vais revenir, Éléonore, que j'évoquais en introduction, est-ce qu'on peut finalement, à titre principiel, restreindre la liberté de conscience d'un soignant, même si en pratique il n'y a pas de problème d'accès à l'acte en question, en l'occurrence à l'avortement, ou bien est-ce qu'il faut conditionner cette restriction au fait qu'en pratique, il y a des difficultés pour les personnes qui souhaitent avorter de trouver un médecin dans tel ou tel contexte. Si on prend l'arrêt en question de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Greenmark et dans l'affaire Steen, que j'évoquais en introduction, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme, bizarrement, à mon sens, a considéré qu'il n'était même pas nécessaire de prouver qu'il y avait un problème d'accès à cette pratique, mais que de manière principielle, de manière peut-être même symbolique, on pouvait considérer qu'une sage-femme n'avait pas à revendiquer la liberté de conscience. Ou en tout cas, si elle voulait le faire, eh bien, elle devait changer de métier, finalement. À l'inverse, on peut prendre un exemple comme l'exemple sicilien, où on a une loi récente, une loi régionale en Sicile, qui récemment a prévu l'obligation pour les hôpitaux publics d'engager des médecins qui pratiquent l'avortement, parce qu'il y avait une pénurie dans ce contexte. Et donc l'État, les autorités régionales ont considéré que, en tout cas pour les hôpitaux publics, eh bien, il fallait garantir l'accès à l'avortement. Et donc, d'une certaine manière, on n'avait pas le choix que d'engager des médecins qui pratiquent l'avortement. Voilà, je vous propose d'en rester tout doucement là, en tout cas pour mon intervention, mais j'attends évidemment vos questions. J'aurais pu aussi évoquer la question de l'inscription dans la Constitution, notamment du droit ou de la liberté d'avorter, ou du droit à disposer de son corps, qui est une question qui est pendante au Parlement fédéral actuellement en Belgique. Pour conclure, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a une liberté de conscience qui, à mon sens, a d'autant plus d'importance sur le plan de la bioéthique aujourd'hui, parce qu'elle est confrontée à deux tendances. La première tendance, je l'ai expliqué, c'est ce pluralisme convictionnel qui fait qu'on n'est plus dans une société où tout le monde pense de la même manière, et on a une diversité convictionnelle qui fait que la loi ne parvient plus à prévoir un cadre normatif qui conviendra à une énorme majorité nécessairement des citoyens. Ça, c'est le premier élément qui vient, à mon sens, en faveur de la liberté de conscience. Et puis le deuxième élément, c'est cette évolution de la médecine, des soins de santé, vers certaines pratiques qui, traditionnellement, en tout cas, ne sont pas dans le giron naturel des soins de santé et qui
qui ont tendance plutôt à faire évoluer notamment le rôle du médecin vers un rôle plutôt de prestataire de service par rapport à des demandes de patients. Si on pense notamment au contexte de la procréation artificielle, vous avez peut-être vu que maintenant, il est possible vraiment, à travers le séquençage du génome, de choisir avec précision les embryons qu'on souhaite implanter, pas simplement pour éviter un handicap, mais pour potentiellement, alors il faut voir si c'est fiable évidemment, mais pour essayer d'avoir un enfant avec le QI le plus élevé, ou pour choisir son sexe, ou pour choisir la couleur de ses yeux. Donc là, on voit évidemment qu'on sort de l'art de guérir ou de l'art de soigner, mais on est dans une médecine vraiment prestataire de service, liée à la volonté de chaque individu. Et donc dans ce contexte, à mon sens, la liberté de conscience a son rôle à jouer, non seulement pour garantir la liberté de conscience de chacun, en particulier des soignants, mais aussi potentiellement comme potentiel garde-fou par rapport à certaines situations qui sont éthiquement discutables. Une dernière comparaison que je pourrais faire, c'est finalement voir l'objection de conscience un peu comme un caillou dans la chaussure du droit de la bioéthique. C'est-à-dire que si on a un caillou dans sa chaussure, on va se dire qu'on va l'enlever et que la difficulté disparaîtra. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les cailloux se multiplient ? Est-ce qu'on continue à les enlever petit à petit, ou est-ce qu'on finalement on se dit que s'il y a tant de cailloux, c'est peut-être parce que c'est peut-être un signe que le chemin qu'on emprunte n'est pas nécessairement le meilleur, ou à l'inverse que les chaussures, l'équipement qu'on a n'est pas tout à fait approprié. Donc le chemin, ça pourrait être finalement la pratique bioéthique, la pratique médicale, et les chaussures, ça pourrait être l'encadrement normatif. Voilà. Je ne sais pas si cette comparaison vous parle, mais en tout cas, elle montre que effectivement, l'objection de conscience, la liberté de conscience a ce rôle à jouer. Au-delà du fait de simplement garantir une liberté fondamentale, elle a aussi ce rôle à jouer de caillou dans la chaussure de la réflexion bioéthique. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, on a plein d'activités organisées dans le cadre de l'Institut européen de bioéthique, des cycles de formation à destination des soignants, à destination du grand public, notamment l'Université de la vie qui va commencer en mars. Et on a aussi, puisque j'ai face à moi pas mal de jeunes, on a un week-end de formation à la bioéthique le week-end du 1er mai, donc 30 avril jusqu'au 2 mai, en résidentiel. Et donc vous trouvez toutes les infos sur notre site internet, Institut européen de bioéthique. Et voilà, donc si ça intéresse certains d'entre vous, 48 heures, 2 jours, 2 nuits de formation bioéthique sur tous les enjeux qu'on vient d'aborder. Merci beaucoup. Merci.